Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Ici Pauline Léniaud et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur le podcast Jacques Bottelin. Vous ne le connaissez pas encore, mais accrochez vos ceintures. C'est parti pour un tour. Son surnom, c'est Speedy, donc je vous laisse imaginer la suite. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pauline Léniaud et je suis, en plus de votre hôte sur cette chaîne YouTube, aussi à la tête d'une marque de joaillerie qui s'appelle Gemio et à la tête d'un podcast qui s'appelle le podcast de Pauline Léniaud, tout simplement, où j'accueille des personnalités remarquables pour nous parler de leur réussite. Mon objectif au travers de ces vidéos et de mon podcast, c'est vraiment de vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. Donc si vous êtes intéressé par des contenus business, des contenus de développement personnel, eh bien vous êtes exactement au bon endroit. Donc pensez tout simplement à appuyer sur la petite clochette pour vous abonner. Plus on est nombreux, plus j'arrive à avoir des super invités comme Jacques Bottelin et plus on est tous contents. Donc bref, c'est gagnant-gagnant. Alors, qui est ce fameux Jacques Bottelin ? Un mythe dans le secteur de l'aviation. Jacques Bottelin est né en 1954. Son surnom, comme je le disais, c'est Speedy, tout simplement parce qu'il est ultra impatient. C'est une personne qui aime que les choses pulsent. Il est vraiment spécialisé dans l'acrobatie aérienne, comprendre la voltige, évidemment. Jacques est un fou furieux de l'air. Il maîtrise absolument le sujet, puisque ça fait quand même maintenant plus de 40 ans qu'il pratique. Il est d'ailleurs le fondateur de Apache Aviation et nous dira même dans l'épisode que si jamais vous êtes intéressé à l'idée de faire un tour dans l'un de ces magnifiques avions, eh bien allez lui envoyer un petit message sur le site d'Apache Aviation. Il vous attend à Dijon où il réside. Mais Jacques Bottelin, au-delà d'être un aviateur, c'est aussi un entrepreneur. Il est complètement autodidacte et s'est construit entièrement seul. Pourtant, ce n'est quand même pas facile dans un secteur qui nécessite, vous pouvez l'imaginer, énormément de moyens. Avec de la débrouille, avec de la gouaille, il a réussi à tracer sa route et avoir des sponsors aussi prestigieux que Breitling. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Jacques Bottelin. Bonjour Jacques, je suis ravie de vous accueillir sur mon podcast. Je vous remercie d'avoir accepté de vous soumettre à cet exercice difficile à distance en plus, mais comme ça on admire les photos derrière vous, donc merci beaucoup. Je voulais commencer, Jacques, si ça vous va, par parler de risque. Parce que malgré tout, quand je réfléchis à votre métier, au monde de l'aviation et surtout celui de la voltige, que je connais pas bien, mais vous allez nous en parler, c'est un peu le mot que ça m'évoque. Et du coup, je voulais vous poser une question toute bête pour commencer, mais qui est de savoir, est-ce que vous vous êtes déjà vraiment fait peur ? Sur une carrière très longue maintenant, parce qu'à peu près une quarantaine d'années, comme pilote de voltige professionnel qui ne fait que ça et qui gagne sa vie avec ça, j'ai heureusement très très peu de moments qui ont été chauds. Le seul, je dirais, qui a été peut-être le plus improbable et non maîtrisable, c'est une collision aviaire avec, pendant un entraînement, une buse qui a explosé le pare-brise de mon avion et donc qui est rentrée à l'intérieur, qui m'a coupé toute la partie basse du visage. Heureusement, j'avais ma visière. Et puis, j'ai été bleu sur la poitrine pendant à peu près 3 semaines. Donc, c'est un moment qui a été un peu difficile, mais c'est à peu près le seul moment où je peux me dire, ça a été un peu compliqué. Après, les autres aventures, c'est plus sur les convoyages, avec les problèmes de météo, avec le fait de se promener avec une patrouille de 7 ou 8 avions dans les nuages, avec quelquefois des gros nuages méchants, des cumulonimbus qui sont noyés et qu'on voit pas venir, et avec des situations où on se demande un peu ce qu'on fait là. Mais bon, voilà, c'est un peu le genre d'aventure qu'on a pu avoir. Justement, alors j'aimerais en parler. Comment est-ce qu'on réagit dans une telle situation ? Là, vous arrivez et tout d'un coup, il y a un giga cunimbe devant vous que vous n'aviez pas anticipé. C'est quoi l'état d'esprit, quoi ? Comment est-ce qu'on... Enfin, vous retournez direct en arrière ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, c'est d'abord beaucoup d'humilité parce que notamment tous les phénomènes météo, on ne sait jamais exactement comment ça se développe. Et comme on a eu la chance de voler dans le monde entier, quelquefois les prévisions sont pas toujours évidentes. Le contrôle aérien, c'est quelquefois un peu improbable. Et donc le fait, c'est effectivement d'être très méfiant. Et puis, quand vraiment on se retrouve dans une situation difficile, on serre les dents. La stabilité émotionnelle est une qualité de ce métier, c'est-à-dire qu'il ne faut pas paniquer
dès qu'il y a une situation inhabituelle. Il faut gérer ça en plus pour son avion et pour les autres avions qui sont tout près autour et qui comptent sur vous. Donc, c'est vraiment ce qui, dans ma carrière, aura été le plus compliqué, le plus fatigant, le plus incertain. Quand on fait une démonstration quelque part, on a un espace aérien, on y va si la météo est correcte, et après, c'est un programme qui a été répété, donc sur lequel la plupart des problèmes ont été identifiés, et donc il n'y a pas de raison qu'il se passe quelque chose de particulier, sauf vraiment une maladresse. Bon. Dans le cadre des convoyages, et quand on se retrouve en Chine ou comme ça de mémoire en Indonésie, avec plus de contrôle, plus de contact avec le contrôle, avec des orages tout autour et finalement un petit trou pour descendre et se retrouver à 150 mètres de hauteur au-dessus de la jungle et d'essayer de passer en basse altitude parce que on est perdu et qu'on est toujours perdu. On sait où on est, mais on est plus pris en compte par le système de contrôle. Et puis il faut trouver une manière d'aller faire poser ces avions sur lesquels on a en général une réserve de pétrole qui est très limitée. Donc ça force à la performance et à décider rapidement. Voilà. C'est le moins qu'on puisse dire. J'imagine bien. Enfin, j'imagine difficilement d'ailleurs, mais c'est drôle parce que du coup, par rapport à l'image qu'on a de la personne qui ferait de la voltige, qui dans mon esprit serait quelqu'un d'un peu tête brûlée, si on est honnête, dans tout ce que vous dites, on voit que le risque, il est assez contrôlé justement, et qu'au final, vous faites pas du tout, vous ne laissez pas du tout, pardon, de place au hasard. Alors, on essaie de laisser le moins de place possible au hasard. Il n'y a effectivement aucune approche tête brûlée et à vouloir pousser et faire plus. Tout notre professionnalisme, c'est de limiter le risque. Et je dis nous parce que, en fait, j'ai eu la chance de diriger une patrouille acrobatique pendant une quarantaine d'années. Et donc, ça m'incombe à moi en tant que leader, mais c'est aussi dans la sélection que j'ai des pilotes qui volent avec moi, d'identifier des gens qui vont fonctionner de la même façon. Parce que si on a quelqu'un qui veut en faire un peu plus et qui n'a pas justement ce sens de respecter la partition, je prends souvent comme image, dans le cadre d'une patrouille acrobatique, celle d'un orchestre symphonique. On ne peut pas improviser dans 7 têtes à la fois. Donc ça veut dire que tout ce qu'on fait doit être des procédures, doit être écrit, doit être préparé, et les exécutants, les musiciens, doivent être disciplinés et jouer la partition et le programme qui est prévu. Si on commence à faire n'importe quoi et improviser, c'est juste se mettre en danger. Et mettre en plus tout le monde en péril. Et mettre tout le monde en danger, bien sûr. C'est, Mais il y c'est... a aussi des moments. Alors, ce que je dis souvent, c'est qu'on a des tiroirs avec tous les cas de figure qui sont a priori anticipés. Et puis, de temps en temps, il y a un cas de figure qui est pas prévu. Ouais. Donc, il faut arriver, à avoir un bon jugement et puis aller toujours dans le sens de la sécurité et non pas dans le sens de l'arrogance en disant ça va bien passer, on va y arriver, pour arriver à ramener son équipe à bon port. Et aussi, le sens de la responsabilité pour moi a été quelque chose d'extrêmement important parce que encore une fois, aller traverser le monde avec des avions qui ne sont pas forcément faits pour ça. L'objectif, c'est de partir avec l'équipe, mais de revenir avec l'équipe entière, en sécurité, et puis également sans qu'il y ait de conflit, parce qu'on est tous des gens d'expérience. Et donc, si moi, je commence à avoir des prises de position qui éventuellement vont contre l'instinct de sécurité ou l'instinct de conservation des pilotes avec qui je vole, ça va déboucher incontestablement et rapidement sur des situations conflictuelles. Donc c'est juste quelque chose de pas possible. C'est hyper intéressant parce qu'au final, là on parle d'aviation bien sûr, mais la notion de prise de risque, la notion au contraire de mitiger le risque, ce sont des notions évidemment qu'on peut s'appliquer à la vie de tous les jours. Et là, ce que vous dites, c'est qu'il y a une notion de responsabilité, surtout face à des situations de crise. Des situations de crise, le monde en a beaucoup vécu ces derniers temps. Et donc, je serais assez curieuse d'avoir votre avis sur justement cette gestion de risque. C'est-à-dire que quand on est dans une situation où en fait tout fout le camp, parce qu'en plus c'est la loi des séries, tout d'un coup il y a un problème, puis un autre problème, puis un autre problème, qu'on n'a pas pu anticiper forcément exactement dans les détails.
Je ne sais pas si vous arriveriez à me décrire ça, mais est-ce que vous avez je sais pas, un rituel, un processus, enfin des étapes à suivre pour éviter justement de vous tromper dans une situation grave? Comment est-ce que vous faites pour prendre la bonne décision, sachant qu'en plus vous avez très peu de temps pour la prendre, en tout cas dans le cas de la voltige ou de l'aéronautique? Oui, c'est ce que j'allais souligner, c'est la pression du temps. Parce que, en fait, le point, c'est d'arriver à réfléchir, à puiser dans son expérience, dans les informations qu'on a, dans la réglementation aussi, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, et arriver à définir un projet d'action. Et ça, c'est quelque chose qui nécessite voilà, une connaissance de son domaine et puis une capacité à réfléchir vite. Et on sait très bien en conditions dégradées, donc en conditions de stress, c'est pas là qu'on réfléchit le mieux. Oui. Donc c'est là où l'expérience est quelque chose d'important. Ah ouais, mais il y a bien un moment où vous êtes encore jeune, Jacques, mais il y a bien un moment où vous avez débuté et vous êtes trouvé dans des situations, si on peut parler un peu crûment, merdiques. Et là, comment on fait, quoi? Encore une fois, on espère pas avoir ça au début de sa carrière. Et puis progressivement, je veux dire, vous savez, dans l'analyse des accidents aériens, on s'aperçoit que le facteur humain est relativement important. Ah Et ouais. si on prend les accidents récents Boeing 737 MAX qui ont été un vrai problème, le copilote de l'avion éthiopien avait de mémoire 180 ou 200 heures de vol. On Ah peut ouais. imaginer qu'il n'a pas beaucoup aidé son commandant de bord dans l'application des procédures. Je n'accuse personne, j'ai pas d'éléments plus que d'avoir tout un chacun, mais il est clair que à l'opposé, on a eu des accidents aux États-Unis avec ce fameux DC-10 avec le moteur qui explose et plus de gouverne de profondeur, et c'est l'expertise des pilotes. De l'équipage, leur expérience qui a permis de sauver la situation. Les passagers seraient tombés sur des gens qui n'avaient pas d'expérience, ils seraient probablement tous morts. Donc C'est le cas de le l'expérience dire. en aviation est quelque chose d'important. Je le dis d'ailleurs souvent, justement, vous évoquiez mon âge, et c'est vrai que moi je le revendique, j'ai ces 40 années d'expérience de présentation en vol, ça fait à peu près 3000 démonstrations dans 40 pays, et je pense être le recordman du monde en la matière. Mais je pense que en matière de sécurité, c'est plus l'expérience que la fraîcheur Mm. physique et la performance physique intrinsèque qui permet de faire les choses en sécurité. C'est passionnant et ça fait plaisir, je trouve, de savoir que quand même l'expérience, ça paye et que oui, la route est longue, mais qu'au bout du chemin, il y a le salut. En tout cas, merci pour, pour ce discours. Je voulais revenir justement en arrière et parler de votre enfance pour comprendre qui était le petit Jacques quand vous êtes né. Est-ce que déjà vous êtes né dans un milieu aéronautique? Est-ce que vous pourriez me parler de ce que faisaient vos parents? Enfin bref, comment était votre enfance? Alors, mon père était dans l'armée de l'air, mais il était administratif. Donc, le contact avec les avions et la passion aéronautique ne faisait pas partie du quotidien. Par contre, j'ai quand même toujours vécu pas très très loin dans des cités pour familles de militaires. Les avions n'étaient pas forcément très très loin. Et je me rappelle tout gamin voir à l'époque ici à Dijon les avions de la patrouille de France qui s'entraînaient. Et ça faisait partie déjà, à 2 ans, 3 ans, d'un espèce de quotidien. Après, il y a eu toute une période qui a été une grande période de doute pour moi, parce que on s'est aperçu que j'étais hypermétrope et que j'avais besoin de lunettes, et on m'a dit tu seras jamais pilote. Ça a été pour moi une très grande frustration qui fait que j'ai rien fait à l'école et donc je suis un autodidacte total. Et puis, à force de contourner les choses et les difficultés, j'ai réussi à faire mon chemin. En fait, j'aurais voulu être pilote de chasse dans l'armée de l'air française, et compte tenu de cette hypermétropie, on m'a dit, bah écoutez, non, vous êtes gentil, mais voilà. Et donc, tout le chemin et la construction que j'ai pu faire depuis, j'en suis bien conscient, est un contournement de cette frustration alors que j'étais adolescent ou jeune adulte. Bon, la frustration est très loin derrière moi maintenant parce que, en fait, si j'avais pris le chemin direct,
Aujourd'hui, ça fait très longtemps que je ne volerai plus et je n'aurais pas fait tout ce que j'ai fait. Donc, c'est là où on s'aperçoit qu'une difficulté peut en fait être une chance quand on a la chance de pouvoir s'appuyer sur elle pour pouvoir aller plus loin. Et c'est dans ma carrière ce que j'ai eu la chance de faire, puisque je n'ai pas été pilote de chasse dans l'armée de l'air française, mais j'ai quand même quelques milliers d'heures de vol sur jet, y compris d'ailleurs d'avoir eu la chance. C'est un clin d'œil. Il y a 2 ans, on a fait un vol en formation avec la patrouille de France, avec nos 2 patrouilles. Et donc, je lidais 17 avions. Et voilà, de faire des choses exceptionnelles qui ont toujours été passionnantes et qui restent toujours, encore une fois, une passion aujourd'hui pour moi, malgré les années qui passent. Et c'est un plaisir qui se renouvelle. Et pour revenir à l'enfance, ben voilà, c'était au départ une frustration. Après, quand j'ai voulu passer mes brevets de pilote privé, il y avait la contrainte financière qui était très forte. Ma famille n'était donc pas fortunée parce que quand on est officier dans l'armée de l'air, on peut payer l'essentiel, mais certainement pas les heures de vol à ses enfants. Ouais. Donc j'ai fait plein de petits boulots. J'ai marché des kilomètres pour économiser des tickets de bus. Simplement pour me payer non pas des heures de vol, mais des minutes de vol. Donc c'est vrai que mon adolescence et le début de l'âge adulte était très austère pour moi parce que toutes mes ressources étaient consacrées à payer mes heures de vol. Ça rend humble, je dois dire, de voir à quel point vous vous êtes accroché pour vivre cette passion, alors même en plus qu'on vous a quand même mis, enfin on va dire le bon Dieu, si je puis dire, vous avez mis quand même des bâtons dans les roues avec cette histoire d'hypermétropie. Vous n'avez jamais envisagé à ce moment-là de carrément choisir de faire autre chose ? C'était le statut de pilote, cette image, c'était la seule image que je voulais projeter socialement. Je ne m'imaginais pas autrement, vivre d'autres choses, vivre dans un autre univers. Et pour moi, je ne pouvais pas renoncer. J'ai essayé de faire des boulots de commerciaux. Et d'ailleurs, j'étais pas trop mauvais là-dedans. Et mes premiers boulots de pilote, c'était pour vendre des avions. Donc ça alliait à la fois la compétence de pilote et puis la compétence technique, on dira, et puis un certain sens de la relation commerciale. Et c'est ce qui m'a permis après d'arriver à trouver des sponsors, à les conserver, parce qu'aujourd'hui, la plus grande performance que j'ai probablement eue dans ma carrière, c'est pas seulement d'avoir fait plein de démonstrations et plein d'heures de vol, c'est d'avoir trouvé les moyens de le faire. Ouais. Et les moyens, c'était le sponsoring, et ça a été voilà, à chaque fois des coups de chance, avec des remises en question aussi, parce que les sponsors, c'est comme les arbres, ça ne monte pas jusqu'au ciel en matière de durée. Mais j'ai eu la chance de pouvoir, parce que justement, j'avais certainement à la fois beaucoup de respect pour l'argent qu'on me confiait, et puis un sens de la relation commerciale et de renvoyer pour dire merci aux moyens qu'on me confiait. Eh bien, voilà, c'est certainement la particularité que j'ai dans ce métier. Si on revient justement à cette époque, je trouve ça intéressant parce qu'il y a peut-être d'autres personnes qui nous écoutent, qui ont des enfants, ou qui eux-mêmes voudraient être pilotes et qui ne savent pas comment faire et qui peut-être n'ont pas beaucoup de moyens et qui aussi n'ont pas la capacité de devenir pilote de chasse. Est-ce que vous pourriez nous décrire justement quelles ont été les différentes étapes qui vous ont fait passer de j'économise les tickets de bus pour faire quelques heures ou quelques minutes de vol à ensuite vous avez quand même votre propre patrouille? Oui, alors c'est d'abord un long chemin, mais et puis voilà, et puis la chance. Au départ, brevet de pilote privé en aéroclub, d'ailleurs avant vol à voile, de manière à avoir moins d'heures de vol à faire pour avoir le brevet moteur, et tout de suite la voltige aérienne. Pourquoi ? Parce que la voltige, c'était la manière de voler qui était le plus proche de ce que je me représentais de ce que pouvait être l'aviation militaire, c'est-à-dire quelque chose d'un peu dynamique, où on prend des jets, où on fait bouger l'avion dans tous les sens. Et d'ailleurs, c'est bienvenu parce que jeune pilote privé, j'étais très indiscipliné. Je faisais du ras-vote, enfin, il fallait que je me crée des sensations, et c'était franchement quelque chose de dangereux. Donc,
la voltige très rapidement la voltige de compétition. Et puis, le problème, c'est que la voltige de compétition, je n'avais pas d'avion, je n'avais pas d'argent. Donc, j'allais, la veille d'une compétition, trouver un copain qui veuille bien me louer un avion ou un aéroclub, et je faisais 2 vols d'entraînement. J'étais rarement premier, mais j'étais quand même en général plutôt dans les 5 premiers. Donc ça allait bien, mais pour moi, c'était pas suffisant. Je faisais quelques heures de vol en voltige par an. Donc je me suis dit, comment est-ce que je peux voler plus sans dépenser d'argent? Et je n'imaginais pas à l'époque gagner ma vie avec ça. Donc la solution, c'était de faire des meetings aériens. Mais comment faire des meetings aériens et se faire engager quand on n'est pas champion du monde de voltige, quand on n'a pas un avion fantastique pour se faire engager? La solution, c'était de trouver quelque chose d'original. Et quelque chose d'original, c'était de faire une patrouille acrobatique. Alors qui a été amateur au départ, où je jouais des 4-10 dans les aéroclubs. J'avais trouvé un copain, puis l'année après 2 copains pour voler avec moi. Et puis, ça a commencé de façon amateur de cette façon-là. Et puis, très vite, j'ai professionnalisé avec beaucoup d'audace, parce que dans mon parcours, l'audace est aussi quelque chose d'important. C'est-à-dire que j'ai été au Salon du Bourget, c'était en 81. Je faisais le tour des stands et je disais, mais je suis pas un client, mais vous savez, moi, je peux faire de la promotion pour vos avions. Et je suis tombé sur un constructeur italien qui s'appelle CI Marchetti, qui a écouté mon discours et qui m'a mis à disposition contre une location très limitée 3 avions neufs sortant d'usine. Et parallèlement, ma recherche de sponsors à l'époque, il faut vous dire que évidemment Internet n'existait pas. Donc ça veut dire que j'allais dans les rayons des supermarchés pour relever les adresses des entreprises pour leur écrire, ce qui est vraiment la chose la plus idiote à faire, parce qu'évidemment aucun dossier n'est parvenu à dire comme vous ne risquez pas de l'intéresser, parce qu'en plus ma capacité en infographie... Donc ça ne marche pas, qu'on le sache. Et donc, en définitive, un jour, je suis tombé sur quelqu'un qui m'a dit, mais tu sais, le directeur commercial de chez Martini, il est passionné, ou dire comme plutôt, il est passionné par l'aviation, tu devrais le contacter. Et j'ai contacté ce monsieur qui m'a fait confiance. En plus, Martini, c'était un sponsor majeur à l'époque. Ils étaient avec l'écurie Lancia en championnat du monde des rallyes en endurance. Et donc, ils ne traitaient qu'avec des écuries usines. Et moi, j'étais rien, c'est-à-dire je n'avais même pas créé de société, j'avais rien. Mais par contre, je leur ai dit, mais vous savez, j'ai un contrat avec un constructeur italien. Et en fait, au constructeur italien, je lui disais, mais vous savez, j'ai un contrat avec Martini. Et j'ai eu la chance que les deux craquent en même temps. Donc ça s'est avéré vrai. Et voilà, et finalement, c'est vrai, et ça a été le début de cette aventure en 1982, avec 3 avions tout neufs sortant d'usine et Martini comme sponsor. Martini, ça a duré pendant 9 ans, et c'est la loi E20 qui a fait qu'on n'a pas pu continuer à avoir un sponsor qui soit une boisson alcoolisée. Et puis, entre-temps, je rêvais d'avions plus puissants. Alors, au bout de 5 ans, j'ai été voir les Suisses de Pilatus, puis je leur ai dit, mais vous savez, vous avez un problème. Ils ont rigolé, nous on a un problème. Et je dis oui, parce que beaucoup de vos clients arment vos avions et dans l'opinion publique suisse, ça passe très très mal. Et là, j'ai touché un point important. Je leur ai dit, ben voilà, si vous travaillez avec des gens comme moi, eh bien vous aurez une référence d'opérateur purement civil incontestable. Mais ils ont dit oui. Et donc, j'ai eu 3 avions tout neufs. Alors, j'étais passé d'avions qui, aujourd'hui, les Marchetti 260 auraient coûté à peu près, je dirais, 800 000 euros, 1 million d'euros, à des avions qui, aujourd'hui, on vaudrait 2,5 millions ou 3 millions. Et ils ont dit oui, et ça a été une prise de risque énorme pour moi, parce qu'ils ont Pilatus a accepté s'il y avait un contrat de 3 ans, et mon contrat avec Martini était un contrat annuel. Donc j'ai dû hypothéquer ma maison pour faire accepter la prise de risque. Donc si vous voulez, oui, l'audace et la prise de risque fait clairement partie de ce parcours. Mais pas vraiment en fait en voltige, plutôt à titre entrepreneurial, d'après ce que je comprends. Oui, je suis complètement d'accord avec vous. Si j'accumule, si je peux faire une addition des risques que j'ai pris, il n'y a aucun risque que j'ai pris d'une façon délibérée en vol. Par contre, j'ai pris beaucoup de risques à titre personnel, ça c'est clair. Et quand vous preniez ces risques, là typiquement hypothéquer votre maison, c'est quand même grave. Enfin, je ne sais pas si à l'époque vous étiez seul, etc. Mais c'est que vous êtes tellement passionné que vous ne posez pas la question, pour vous c'est une évidence, vous avez quand même une conscience aiguë de ce risque et vous vous dites, en fait, j'ai pas le choix, je le fais. Enfin, qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là ?
Je crois que l'esprit d'entreprise ne fonctionne que si on croit en soi. Donc, je crois que c'est aussi vrai pour le métier de pilote. Et évidemment, il ne faut pas que ce soit une arrogance un peu, comment dire, euh, Déplacé, dénuée des quoi. Enfin, réalités, enfin oui. distanciée des réalités. Mais j'y croyais, je pensais que ça marcherait, et d'ailleurs j'ai eu raison. Parce que, mais il y en a d'autres après. Hein. Moi, après les 9 ans de Martini, il a fallu retrouver un sponsor. J'ai eu la chance en quelques semaines de trouver Eco, qui est devenu Adecco. Et donc là, ça a duré pendant 8 ans. Donc chaque fois, des associations longues avec des partenaires. Et puis là, Adecco, le problème, c'est que c'était le symbole d'Eco qui était devenu le symbole du groupe. C'est une fusion. Et donc les gens de la famille d'en face n'étaient pas forcément contents que ce soit le symbole de l'un qui devienne le symbole du groupe. Donc ils ont arrêté. Et moi, le problème, c'est que les avions, à l'époque, ne m'appartenaient pas parce qu'ils étaient loués aux constructeurs. Ouais. Entre-temps, Adecco les avait achetés. Et j'ai dit, mais voilà, moi, il faut que je rachète ces avions parce que j'ai pas d'argent. Mais qu'est-ce que je peux aller vendre une patrouille à quelqu'un si j'ai pas d'avion? Donc, j'ai été voir un copain banquier et je lui ai dit, voilà, il faut que tu me prêtes de l'argent, mais pas un prêt amortissable parce que la première mensualité, je vais pas pouvoir te la donner, mais un prêt in fine, pour combien de temps, je ne sais pas. Mais je te garantis qu'au prix où j'achète ces avions, je n'aurai aucune difficulté pour les revendre et pour honorer ma signature. Et il a dit oui. Et donc, je me suis retrouvé avec 4 avions, sans sponsor et sans capital, sans rien. Donc, malheureusement, pendant 3 ans, j'ai pas trouvé de sponsor parce que, et ça, c'est une leçon qui, à mon avis, est importante, j'ai mis 3 ans pour comprendre qu'il fallait que mon produit évolue. C'est-à-dire que les avions que j'avais utilisés avec la fin de Martini et puis après avec Eco Adecco étaient trop marqués de l'identité des sponsors. Il fallait quelque chose de nouveau. Et au bout de 3 ans, j'ai compris qu'il fallait que je vende ces avions et que j'achète des jets. Donc j'ai acheté les jets, j'avais toujours pas de sponsor. Alors j'ai commencé par 2 avions. Hein. Et puis, Vous êtes fait plaisir aussi, quand même, en prenant des jets. ça m'a fait trouver des sponsors. Alors le premier sponsor que j'ai trouvé, il m'a signé un contrat, mais il m'a jamais payé. Il s'appelle Khalifa et il est toujours en prison quelque part entre l'Angleterre et l'Algérie, je ne sais pas exactement où. Et en définitive, au moins ça m'a forcé à tenir. Et c'est là où j'ai été voir Breitling. Et j'étais monté à 4 avions et je leur ai dit, voilà, j'ai pas l'argent pour faire la saison. Je vous propose une petite somme pour vous montrer l'échantillon. Et le vrai prix, c'est beaucoup plus. Et je leur ai dit évidemment combien. Et ils ont bien aimé mon audace. Et ils m'ont dit, bon, bah, ok, on essaie. Et à la fin de l'année, ils m'ont dit, bon, bah, écoute, on te signe un contrat de 2 ans et puis on met un avion de plus. Et ça a été le début de cette 17 années fantastiques de collaboration avec Breitling, où on est passé progressivement de 4 à 7 avions en démonstration. On avait 9 avions qui étaient peints aux couleurs de Breitling et on a volé dans le monde entier, puisque je vous évoquais tout à l'heure la tournée asiatique, mais on avait fait 2 ans aux États-Unis, on a fait le Moyen-Orient, on a fait tous ces pays-là et c'est un succès fantastique de développement de notoriété pour la marque. Et voilà, et je suis très heureux d'avoir fait ce parcours et c'est quelque chose d'unique. Il n'y a aucune patrouille acrobatique privée qui a atteint ce niveau de professionnalisme, cette dimension, qui a voyagé dans le monde, qui a fait autant de démonstrations. Et donc, on peut dire qu'on l'a fait. Donc, c'est une certaine fierté. Je pense que vous pouvez avoir cette fierté, Jacques. Je suis assez fascinée parce que tout ce que vous me décrisez, finalement, c'est énormément, vous le disiez vous-même, d'audace, un peu de culot quand même, et l'envie, en fait, d'y arriver, quoi qu'il en coûte, quoi, d'une certaine manière. Et ce que je veux dire par là, c'est que je pense que nous, je ne sais pas si c'est une histoire de génération, mais en fait, on n'ose pas aller taper à la porte de Breitling, on n'ose pas aller dire, bah non, en fait, s'il faut que j'ai un avion, voilà ce qu'il faut que je fasse. Enfin, vous, ce que je trouve assez admirable, c'est que vous avez vraiment pensé les choses en grand, c'est-à-dire que vous aviez ce rêve et vous en êtes donné les moyens. C'est peut-être un peu basique comme question, mais
d'où vous venez finalement voilà, cette volonté et puis surtout cette certitude que vous alliez y arriver? Parce qu'il y a quand même besoin d'un peu ça aussi, de se dire je vais y arriver et d'avoir un peu voilà, d'estime de soi. Alors, d'abord, la certitude, j'ai passé rapidement sur toutes les nuits d'insomnie, le petit vélo qui passe dans la tête à 2 heures du matin qui vous empêche de dormir, parce que, évidemment, j'en ai eu tellement de ces moments. Mais pour autant, je me suis jamais donné le choix. C'est-à-dire C'est que ça. dans Richard Bach, dans Messire et Calcitran, dit il y a un chemin, si on a une idée, un rêve, il y a un chemin pour y parvenir. Donc, je suis convaincu de ça. Et par contre, il faut être patient. C'est Ouais. peut-être une qualité qui manque aujourd'hui aux jeunes qui sont beaucoup dans l'immédiat. Il faut que les choses marchent tout de suite. Mais c'est vrai qu'il faut savoir euh, accepter l'échec, accepter le refus, accepter le non et rebâtir à travers ça. J'en discutais avec un de mes amis qui est chirurgien cardiaque et je lui disais, mais pour toi, c'est quoi un bon chirurgien cardiaque? Mais il me dit, je vais te dire, c'est simplement quelqu'un qui, au bout de 6 heures d'opération, quand il s'aperçoit qu'il y a une fuite, eh bien, il recommence à zéro et il reprend depuis le début et il refait. Et avoir cette patience, cette acceptation de l'échec ou de Mhm. l'imperfection, et sans arrêt chercher à trouver le chemin et dépasser le refus. Finalement, vous avez mis combien de temps à atteindre votre rêve quand on repense à votre carrière du petit Jacques qui voulait être pilote de chasse à maintenant? À aucun moment, j'ai eu le sentiment d'être parvenu à quelque chose. J'ai toujours été en devenir de plus. C'est-à-dire que la patrouille avec ses jets, c'était quelque chose de merveilleux, mais l'objectif, ça a été de la faire grossir en termes de taille, ça a été de l'emmener plus loin, et chaque fois, c'était des challenges qui étaient extraordinaires. Je me rappelle très bien le propriétaire de Breitling, on était à Amman, en Jordanie, et on avait une réunion de fin de saison, on faisait nous une démonstration en fin d'après-midi, et il m'a dit, bon, l'année prochaine, tu apprends à manger avec des baguettes parce que tu pars en Chine. Et, et oui, et comment je fais? Bah, tu te débrouilles. Donc, le problème, c'est de trouver les connexions, c'est de trouver les autorisations, c'est d'avoir tout le cadre administratif, après d'organiser la logistique, parce qu'on ne part pas en Chine et en Asie globalement pour un an, sans avoir toute une organisation pour arriver à la fois faire voler des avions et vivre les membres de l'équipe. Donc, c'est une page blanche. Et il faut écrire cette page. On n'est pas avec des moyens, on n'était pas avec des moyens qui nous permettaient de surdimensionner notre dispositif. Donc, fallait faire suffisamment pour pas être pris en défaut et rester aussi dans une épure économique qui reste acceptable. Donc, enfin, je vais prendre un exemple concret. Notre tournée aux États-Unis, on a fait 2 ans de tournée aux États-Unis. On a voyagé, on était 18 personnes, 19 personnes par moment. La patrouille de France, quand ils ont été 6 semaines aux États-Unis, ils étaient 105 personnes. Ouais. Voilà. Donc je trouve que c'est à l'image voilà, de l'inventivité, de l'optimisation qu'on doit avoir sans arrêt, parce qu'encore une fois, si on avait la chance d'avoir une patrouille de jet et d'aller passer du temps aux États-Unis, pour autant, on le faisait pas avec un budget illimité. Hmm. Donc voilà, il fallait trouver le point milieu dans tout ça. Les ressources. J'aimerais parler un peu plus de voltige parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes comme moi qui n'y connaissent pas grand-chose. Est-ce que vous pourriez déjà commencer par nous expliquer dans les grandes lignes finalement le principe de la voltige? On visualise un peu, je pense, mais est-ce qu'il y a des règles quand il y a un meeting, quand il y a des compétitions? Enfin, finalement, c'est quoi? Il faut faire un nombre de figures imposées? Est-ce que vous pourriez m'en parler? Alors, la voltige, effectivement, il faut faire le distinguo entre la voltige de compétition et la voltige de meeting aérien. La voltige de compétition, c'est les figures imposées du patinage artistique. Donc, ça veut dire que c'est noté par des juges qui ont des critères d'appréciation extrêmement précis de positionnement sur lesquels le grand public ne comprend rien. Ne comprend rien par manque de culture et de capacité d'observer. Après, le meeting aérien, c'est la création d'un spectacle, c'est-à-dire essayer de capter l'attention des spectateurs et de développer par
tous les moyens, je dis bien tous les moyens, sauf peut-être l'audace, tous les sens, au sens artistique du terme. C'est-à-dire que c'est la beauté des figures, c'est le rythme, c'est les fumigènes qui soulignent les trajectoires, c'est pour ce qui nous concernait la pyrotechnique qui rajoute quelque chose, la musique, le commentaire, le fait qu'un commentateur sache se taire pour justement laisser la musique ou laisser entendre les bruits des avions, parce que ça fait partie. Et tout ça, c'est composer un spectacle et encore une fois, capter l'attention sensorielle des spectateurs. C'est ça le but. C'est pas une performance, une cascade, repousser des limites. C'est pas du tout ça. C'est vraiment artistique. Ouais, c'est un spectacle, c'est une démarche artistique et c'est la captation d'attention, comme vous disiez. Vous étiez vous-même en charge d'imaginer, de dessiner, on va dire, les spectacles? Alors, on le faisait d'une façon collégiale parce que après, entre ce qu'on rêve de faire et puis ce qu'on peut faire, ce qu'on sait faire ou ce que l'avion sait faire, on commence par délirer des choses, puis après on va les essayer en vol et on s'aperçoit que ça marche pas, ou que c'est pas simple, ou que c'est pas en sécurité. Donc il y a toute une phase, et alors là aussi l'expérience permet de voir venir avec beaucoup d'instinct ce qui va marcher, ce qui va pas marcher. Mais par contre, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue artistique, l'objectif pour nous principalement, c'était le rythme. C'est-à-dire que les patrouilles américaines, par exemple, ont un objectif à ce qu'il se passe quelque chose toutes les 30 secondes devant le public. Wow. 30 secondes, c'est beaucoup, c'est un grand trou. Parce que si je m'arrête de parler pendant 30 secondes, c'est-à-dire, ça va décrocher. Bon, nous, l'objectif, c'était qu'il se passe quelque chose toutes les 10 secondes maximum devant le public. Donc d'arriver à quelquefois renoncer à des figures très complexes, mais qui nécessitent un repositionnement, parce que l'objectif, c'est qu'il n'y ait pas de répétition, et c'est qu'il y ait ce rythme. La première chose pour moi, c'est le rythme. Bien évidemment, la précision des figures, mais oui, le rythme, c'est important. Donc après, c'est une conception collégiale entre les différents pilotes qui amènent leurs idées, leurs critiques, ou qui ne se sentent pas confortables par rapport à telle ou telle figure. Et dans ce cas-là, soit on travaille un peu plus, soit on renonce, parce que l'objectif, c'est pas qu'il y ait un moment où les gens se disent « Oh là là, ça va être compliqué, ça va être dur, ça va pas passer ». Même si d'ailleurs, c'est simplement un avion qui recule, c'est pas forcément une question de sécurité. Mais bon, voilà, c'est toute cette phase qui est d'ailleurs assez passionnante, mais sur laquelle on a toujours travaillé en amélioration de ce qu'on faisait, mais pas en remise en question totale. C'est-à-dire que, par exemple, dans la patrouille de France, le nouveau leader crée son programme tous les ans. Donc ça veut dire qu'il fait les mêmes erreurs qu'un leader d'il y a 15 ans ou d'il y a 20 ans, parce qu'il n'y a pas de mémoire collective. Et quand je dis des erreurs, c'est encore une fois des erreurs de spectacle, avec un tourne à droite qui va emmener les avions à 10 km et les gens ne voient plus rien, et ils décrochent et ils vont acheter une glace. Donc ça, c'est le... non mais c'est ça. C'est-à-dire que si on lâche l'attention des gens, je veux dire, bon voilà, ça les intéresse plus. Et donc c'est l'échec en matière de spectacle. Et donc l'idée, c'est voilà de travailler sur améliorer les choses qui peuvent être améliorées, enrichir avec des changements de formation, des choses qui rendent encore plus attractifs. Et puis voilà, et c'est comme ça qu'on arrive à faire un spectacle qui fait que dans le monde entier, on a toujours été comparé aux patrouilles acrobatiques nationales, alors qu'on n'était pas une patrouille acrobatique nationale avec tous les moyens d'entraînement que ça pouvait représenter. Et encore une fois, je suis assez fier de la manière dont cette équipe a été ressentie, considérée d'un point de vue mondial, et y compris aux États-Unis. Parce que vous savez, les artistes français, quand ils vont aux États-Unis, en général, ils font un spectacle pour l'Alliance française, ils rencontrent le public français et un petit peu le public américain. Nous, on a eu la chance, pendant ces 2 années aux États-Unis, d'être des intervenants majeurs du monde des spectacles aériens aux États-Unis. Et les Américains, qui sont pourtant pas très humbles habituellement, nous disaient « Mais est-ce que tu te rends compte que tu es notre business model ?» C'est-à-dire qu'arriver à avoir
les moyens de mettre en place une patrouille professionnelle C'est clair. comme nous l'avons fait. Même aux États-Unis, ça n'existe pas. C'est ça, il l'avait jamais vu. Donc voilà. Vous parlez un petit peu de vos copains de patrouille, et j'ai vu, enfin je le savais avant qu'on se rencontre, Jacques, que vous aviez tous des surnoms assez sympathiques. Déjà, ma première question, c'est pourquoi est-ce que le vôtre c'est Speedy? Il doit y avoir une histoire derrière ça. Alors, les surnoms, c'est un peu une tradition du monde militaire. Ils appellent ça des noms de guerre. En fait, c'est euh, dans une phase un peu animée, on va dire, un combat aérien, une chose comme ça. On ne peut pas être dans des choses trop formelles. Et puis, on ne va pas dire ah, Patrick, tourne à droite, parce que s'il y a deux Patrick dans la patrouille, on ne sait pas lequel des deux doit tourner à droite. Donc, en fait, on se retrouve avec des surnoms qui vont être soit des diminutifs du nom de famille, soit suite à des anecdotes. Bon, on a un Gaston. C'est clairement Jean-Gaston Lagaffe. Embêtant quand on pilote voilà, ça. il y a des origines de ces noms. Moi, c'est Speedy, et c'est clairement parce que je suis pas patient. Ah, moi j'étais persuadée que c'était parce que vous étiez un fou de vitesse, mais en fait non, c'est la patience. Absolument. C'est le Ah. manque de. Voilà, il faut que les choses aillent vite, mais dans le déroulé des choses, il faut que les gens comprennent vite, il faut qu'ils assimilent vite. En vol, ça faisait toujours rigoler les jeunes équipiers, enfin les équipiers de la patrouille quand il y avait des jeunes qui arrivaient. C'est-à-dire qu'on se donnait rendez-vous aux avions. Moi, je m'étais déjà attaché, j'avais mis en route. Eux, ils étaient à peine attachés dans l'avion, et il fallait qu'ils suivent, quoi. Donc patient sur le long terme, mais un peu impatient à court terme. Oui, oui, absolument. C'est le principal. Vous diriez que c'était quoi finalement la partie la plus difficile de ce job? Parce que mine de rien, c'est un job de votre carrière. Pas forcément que vous redoutiez, mais en tout cas, où vous saviez que c'était un vrai challenge. Alors déjà, trouver les moyens, c'est clairement l'écueil principal. Après, j'ai souvent, dans des présentations, décrit ce que j'appelle la croix de management, c'est-à-dire que j'avais à faire cohabiter une relation verticale d'autorité, de propriétaire de la société, de directeur, de leader, et d'imposer mon point de vue et mes objectifs, et puis de faire aussi d'avoir une relation horizontale avec des gens dont l'habileté en vol, l'expérience, l'expertise faisaient que ben voilà, on avait tous notre mot à dire et la capacité à faire des choses de façon équivalente. Et donc, il faut faire cohabiter les deux. C'est pas toujours évident parce Ouais. que je veux dire, quand on a des équipiers, ben c'est des équipiers, mais c'est aussi des employés. C'est pas forcément la même motivation, la même implication. Donc, la première chose, c'est d'arriver à trouver dans le recrutement des gens qui sont compatibles, qui vont s'impliquer, qui auront la passion, qui n'auront pas un certain nombre de limitations, comme par exemple des limitations familiales, parce que les limitations familiales sont accidentogènes, c'est-à-dire que si vous avez un pilote qui s'amuse énormément à venir avec nous, mais qui est en conflit avec sa femme et avec sa famille justement à cause de ses absences, ce sont des choses qui sont clairement décrites comme Ouais. étant accidentogènes. Et donc, là aussi, merci à Breitling à l'époque, parce qu'ils ont compris que quand on était sur des tournées lointaines et qui duraient, il fallait toutes les 5 semaines, 6 semaines maximum, nous payer des billets d'avion pour qu'on puisse conserver une vie qui n'est pas une vie normale, mais malgré tout un lien familial, de façon à ne pas se retrouver dans un échec et dans une situation conflictuelle dans ce domaine. Donc ça, c'était aussi quelque chose de très important, parce qu'encore une fois, quand on a 25 ans et qu'on rêve de voyager, de découvrir le monde, quand on en a 50 et plus et des enfants et une famille, évidemment, même si on est passionné par ce qu'on fait, la vie personnelle est quelque chose qui est un équilibre, et faire cohabiter ça avec la vie professionnelle, dans notre cas, n'est vraiment pas simple.
Bah justement, c'était une des questions que je voulais vous poser parce qu'on peut bien imaginer que dans des métiers passion comme ça, vous êtes complètement dévoré par votre activité et quand vous nous décriviez les meetings pendant 2 ans aux États-Unis, je voulais vous poser cette question complètement indiscrète qui est mais comment est-ce que vous faites pour avoir une vie personnelle au-delà de tout ça, quoi. Et donc, je voulais savoir comment vous aviez fait pour trouver justement, vous, ce fameux équilibre. Alors, l'équilibre, c'est pareil, il n'y a pas de mode d'emploi. Il faut arriver à trouver ça. Déjà, le fait de séquencer les temps à l'extérieur et puis de revenir et de passer quand même du temps à la maison, ça c'est le premier point. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même des moyens de communication qui rendent les choses plus simples parce que c'est vrai que justement le fait de pouvoir faire un FaceTime ou des choses comme ça et de voir et de passer un peu de temps permet d'entretenir une certaine forme d'intimité des relations avec une épouse, avec des enfants et pas simplement une lettre qui arrive toutes les semaines ou un coup de téléphone. Donc ça aide. Mais c'est un dosage qui n'est pas simple et qu'on a réussi à avoir. Et je dirais que justement, que ce soit la tournée asiatique et la tournée US, ma satisfaction, c'est qu'on est parti copains, on est rentré copains. Donc, parce qu'il y a la partie familiale, puis il y a aussi la dynamique du groupe, parce qu'une bande de garçons qui sont pendant longtemps hors de la maison, c'est vrai qu'il peut y avoir des rivalités, des oppositions qui se développent, et on a eu la chance de passer au travers de ça. Vous n'avez pas mis en place un certain nombre de principes, vous-même d'ailleurs en tant que leader, en disant par exemple, ici, dans la culture de cette entreprise, on ne fait pas telle ou telle chose. Enfin, est-ce que c'était quelque chose qui était arrivé un peu de manière naturelle ou vous y avez quand même travaillé? C'est comment dire, dans les pratiques et dans le recrutement, où il faut sélectionner des gens sur lesquels on sait qu'on va avoir le même mode de vie. Moi, j'ai pas envie de faire de la voltige avec un avion à 3 mètres, avec un gars qui a couru après les filles dans les boîtes de nuit jusqu'à 4 heures du matin. C'est juste quelque chose qui n'est pas acceptable. Donc, en matière de mode de vie, l'objectif, c'est d'avoir des gens qui sont à peu près homogènes dans leur pratique et d'avoir une certaine forme de respect. Encore une fois, dans ce travail de voltige en formation, il y a un partage du risque qui est très fort parce que si moi je vole trop bas, j'emmène toute la patrouille dans le sol. Ça s'est déjà vu, patrouille nationale aux États-Unis à l'entraînement, panne de commande de vol, 4 avions dans la terre. 6 morts en l'occurrence, parce qu'il y avait 2 personnes en place arrière. Donc c'est lourd de conséquences. Mais les avions qui sont à 3 mètres de moi, c'est eux qui font la séparation entre les avions. Donc si j'en ai un qui se trompe et qui me rentre dedans, il peut me tuer. Donc c'est vraiment le partage de choses majeures. Et encore une fois, il faut avoir confiance dans la compétence professionnelle, mais également dans l'approche psychologique que la personne qui est à côté va avoir du vol. Parce que si c'est pour avoir quelqu'un, encore une fois, qui veut briller, qui est surmotivé ou qui n'est pas équilibré ou autre, on a eu des échecs dans nos recrutements. Et d'ailleurs, il y a eu une année où j'ai fait un malheureux recrutement avec quelqu'un qui, au tout début de saison, s'est révélé dangereux. Et encore une fois, j'ai appelé Brett Link, je leur ai dit, écoutez, on finira la saison à 6 avions parce que je ne le sens pas en matière de sécurité et il n'y a eu aucune discussion. Et là-dessus, j'ai envie de dire, il n'y a aucun espèce de doute à avoir. J'imagine que la décision, elle est extrêmement rapide de votre côté dès qu'il y a la moindre À partir du moindre doute. moment où on se pose la question, la décision est prise. Ouais. C'est un peu ça. Encore une question sur ce type de sujet, c'est est-ce que vous avez mis en place des principes d'hygiène de vie? Parce que entre les déplacements avec les meetings aériens où vous en faisiez tout le temps, le décalage horaire et compagnie, les chocs de la voltige, parce que quand même rappelons-nous pour ceux qui nous écoutons qu'on n'est pas en train de faire des balades de santé, quoi. Enfin, je veux dire, c'est quand même un petit peu physique cette histoire. Le fait que vous bougez tout le temps. Tenir le coup pendant 1 an, déjà c'est pas facile, mais pendant des années et des années, c'est encore une autre paire de manches. Et donc je voulais savoir finalement comment est-ce que vous aviez appréhendé ça et qu'est-ce que vous aviez mis en place.
Il y a un élément que vous n'avez pas mentionné, c'est la chance qu'on avait d'avoir beaucoup d'invitations en matière de relations En publiques et de plus, avoir de très bons déjeuners ou de très bons c'est dîners. ça. Alors, ça, c'est l'échec, parce que j'ai essayé, mais je n'ai pas réussi. C'est-à-dire Ah, que les gens avec qui j'ai volé, qui étaient d'anciens pilotes de chasse de l'armée de l'air, euh, sont des gens qui ont eu la chance d'avoir un standard physique plutôt élevé. Et dans les gens avec qui j'ai partagé ces moments, il y en avait peu qui étaient enclins à la pratique sportive. Moi, je fais du sport et je l'aurais fait même si je n'avais pas fait ce métier. Mais j'ai essayé d'institutionnaliser un coach qui venait faire travailler les gens, de payer les abonnements dans les salles et tout ça. ça n'a pas pris. De ce côté-là, ça n'a pas fantastiquement marché. Donc, il ne faut pas, j'essaie d'être honnête, Non, mais c'est bien, c'est parfait. fantastique, cocorico, j'ai tout réussi. Ça, je dois dire que j'aurais bien aimé avoir Bon, après, c'est un peu comme un sport aussi, la voltige. Donc, au final, ils en avaient peut-être marre d'être fatigués, quoi. moi, je pense qu'il faut une préparation physique pour le faire bien et le faire longtemps. J'ai commencé, j'étais le plus jeune, j'ai terminé, j'étais le plus âgé. Mais tout en étant le plus âgé, j'étais pas forcément celui qui était le moins en forme. Hmm. Donc, euh, donc voilà. Alors, hygiène de vie, oui, c'est-à-dire par rapport à la consommation d'alcool, par rapport à des choses comme ça, c'est clair bien évidemment, et encore une fois, je reviens à cette notion de respect mutuel, c'est quelque chose d'important. Sur un plan vraiment sportif, je pense qu'on aurait pu faire mieux. J'ai peut-être pas été assez directif. Bon, voilà. Bah écoutez, on le saura. Alors justement, pour terminer, j'aime assez poser quelques questions un peu personnelles, générales, vous verrez. La première, c'est est-ce qu'il y a eu une erreur, un échec ou un moment de doute que vous auriez vécu dont vous pouvez me parler et surtout les enseignements que vous en avez tirés? Alors, des moments de doute énormément, parce que, encore une fois, quand on présente le parcours, on a l'impression que c'est une espèce d'ascension Mais linéaire, c'est et en ça. fait, il y a beaucoup de trous d'air, il y a beaucoup de remises en question. Quand vous avez, encore une fois, je prends la période de Martigny, peu de temps avant le renouvellement de contrat, l'accident de Rammstein en Allemagne, où il y a plusieurs dizaines de morts dans un meeting aérien, on ne peut pas dire que le sponsor, ce soit très facile de lui faire accepter de renouveler. Après, la loi est 20, bon ben voilà, du jour au lendemain, il n'y a plus de futur. Et en fait, on vit de ça, mais comme c'est en plus une passion, on est doublement privé potentiellement. Hmm. Donc voilà, après bah, c'est pareil, quand j'apprends, je me rappelle, j'étais au Portugal en train de jouer au golf et j'apprends la fusion entre Eco et Adia qui deviendra Adecco. Je me suis dit, oh là là, on va se faire virer. Eh ben, ça n'a pas manqué, on a tenu 2 ans, 2 ans après, on s'est fait virer. Voilà, et chaque fois, c'est des remises en question très lourdes. Et 3 années sans sponsor, c'est vraiment un gros questionnement parce C'est que clair. c'est accepter de perdre de l'argent et sans en avoir beaucoup devant soi, mais se dire voilà, il faut tenir et savoir jusqu'où il faut aller. On dépasse malgré tout les limites, on va plus loin et puis ça finit par passer. Le point, c'est que si c'était pas passé, je serais pas à votre micro et je ferai partie de tous ces gens qui n'ont pas réussi effectivement à dépasser une crise ou un moment. J'ai eu la chance de le faire. Je m'en suis donné l'énergie à défaut des moyens. Et puis après, il faut la chance pour avancer. Et puis il suffit d'une fois finalement, il suffisait d'un sponsor. Alors c'est très très difficile à avoir, mais pas besoin non plus de se dire qu'on en a 150 quoi. Oui, et puis un sponsor, encore une fois, en matière de sponsoring, j'ai toujours dit que la tentation, c'est de survendre et de dire je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, et puis après, la difficulté à livrer. Moi, je promettais 100% et je livrais 115%. Hmm. Et les 15% en plus ont toujours généré à la fois de la satisfaction et de la pérennité, alors que la tentation qui est justement de Ouais. promettre 115% et de n'être capable de livrer que 90% génère de la frustration. Et cette frustration,
c'est ça qui fait que les associations sont pas longues. Donc, Ouais. donc voilà, bien identifier ce qu'on sait faire et ce qu'on peut faire pour ne pas survendre Ouais. et en plus se dédier complètement pour la marque. Moi, dans chez les différents sponsors pour qui on a travaillé, les clients croyaient toujours qu'on était des salariés de la marque. Parce on Ouais. s'en attribuait l'ambition, le projet et la culture. C'était extrêmement important. J'ai alors, un petit instant pub, Jacques, mais est-ce que actuellement vous cherchez des sponsors justement? Non, je ne cherche plus de sponsors parce que d'abord, je suis content de ne pas avoir à la fin de Breitling. Alors déjà, la fin de Breitling, on peut en dire un mot, c'est qu'en fait, c'est un problème de succession. C'est-à-dire que M. Schneider-Père, 95 ans, décède. C'est lui qui possédait l'entreprise avec ses enfants. Et les enfants, les 3 enfants, ne se mettent pas d'accord sur la gouvernance de l'entreprise. Donc, du coup, forcé de vendre un fonds d'investissement. Et ce fonds d'investissement a nommé un CIO qui est un homme de rupture et qui a complètement cassé ce qu'était la marque en changeant à la fois les produits, la Ouais. distribution, l'image, le marketing et qui a tout arrêté les investissements dans le domaine aéronautique. Donc on a été victime de ça et pas d'une sous-performance. Donc ça veut dire qu'on a terminé avec Breitling fin 2019 et j'avais des négociations qui étaient relativement avancées avec différents sponsors et est arrivé le Covid. Mais si j'avais Sympathique. signé avant, en fait, il y a eu 18 mois sans meeting aérien. Ça veut dire que je n'aurais pas été en mesure de livrer ce que j'aurais promis. Donc, j'aurais été en difficulté et en plus, j'aurais été obligé de garder la totalité de la structure. Mm-hmm. Donc, malheureusement, on n'a pas signé, mais heureusement, on n'a pas signé aussi parce que je n'aurais pas su livrer. Et puis, aujourd'hui, malheureusement, l'aviation a une image qui est tellement négative si demain, si on a des avions électriques, j'ai aucun problème pour trouver des sponsors. Mais avec une patrouille de jet, on est un symbole de génération de CO2 qui est beaucoup trop important et je ne crois pas au rebondissement. Donc le futur de l'entreprise, Apache Aviation, il est ailleurs, il est dans les contrats défense, dans la formation de pilotes militaires et je suis en réorganisation dans ce sens-là. Mais malheureusement, je pense que c'est pas la veille qu'on va revoir une patrouille de jets Ouais. professionnelle, civile, dans le monde parce que voilà, on est victime de. Encore une fois, je pense que oui, il faut faire des efforts pour la planète, c'est incontestable. On a tous des chemins vertueux à trouver, mais entre l'évolution et la révolution, c'est deux choses différentes. Et aujourd'hui, je trouve excessif et non documenté cet acharnement qu'il y a sur l'aviation. Je ne trouve pas ça logique et normal du tout. Bah, d'autant plus quand on voit là l'impact en fait finalement en termes d'émissions carbone de la de l'arrêt quasi total pendant le Covid des vols d'avion qui a été finalement assez faible, hein, si je me trompe pas. Tout à fait. La diminution et la décroissance du transport aérien n'a pas solutionné les problèmes environnementaux. Par contre, rappelez-vous que 20% de l'énergie génère 75% d'émissions de CO2 et ça s'appelle le charbon. Ouais. Et donc, les vraies décisions politiques, s'il y avait un vrai courage politique, c'est de se battre contre l'énergie fossile et non pas le pétrole, mais le charbon, parce que je vous rappelle ce rapport 20%, 75%. Alors, les petits efforts que nous pouvons faire, malheureusement, sont noyés par rapport à un immobilisme politique et un manque de dirigisme là, par rapport à ces générations de pollution extrêmement majeures. Et c'est une question personnelle que je vous pose, Jacques, mais ce changement et cette réalisation, je peux imaginer que c'est pas évident parce que quand on a bossé 17 ans ou 19 ans avec des sponsors et notamment avec Breitling, changer complètement de cap comme ça peut peut-être faire peur. Comment est-ce que vous l'appréhendez pour vous? C'est un renouveau? C'est justement un Alors, nouveau challenge? comme je suis toujours optimiste, pour moi, c'est une nouvelle page qui s'écrit. Ouais. Et je le prends comme tel. J'essaie, et je réussis à peu près, de ne pas être dans la nostalgie. Ce qu'on a fait, on a eu la chance de le faire longtemps et de le faire bien, pour ne pas dire le faire très bien. Donc, aujourd'hui, refaire ce qu'on a déjà fait ne m'excite pas Hmm. forcément autant que de créer quelque chose de nouveau.
et d'avoir voilà, des projets innovants. Et on va essayer, encore une fois, d'être à la fois innovant et leader dans notre domaine. Et ça, c'est un challenge qui me plaît. Donc moi, j'ai cette énergie et cette envie de la page blanche, d'écrire une nouvelle page. Et je regarde pas en arrière. J'ai très peu de nostalgie. Pour les meetings aériens, je suis en cure de désintoxication. Mais, et justement, je pourrais continuer à faire des meetings avec moins d'avions, avec Ouais. des choses différentes. Ça ne m'intéresse pas. Bah Je après, l'ai quand on fait a vécu au niveau, ça, voilà, moi je l'ai fait au niveau le plus élevé. J'ai eu cette chance, j'ai eu ce plaisir. J'ai pas envie de m'accrocher pour m'accrocher. On va s'exprimer dans autre chose. il faut savoir tourner la page alors. Oui, je crois. On va quand même parler un petit peu nostalgie peut-être, mais s'il y avait quelque chose à refaire dans votre vie, dans votre carrière, qu'est-ce que vous referiez différemment? Alors, je pense que c'est certainement d'avoir été plus dans l'anticipation par rapport à une diversification d'activités, par rapport à des recherches de sponsors. J'ai souvent dit que la relation entre un sponsorisé et la relation long terme, c'est un peu comme une relation de couple. C'est-à-dire que on se sent bien avec quelqu'un, on n'a pas forcément envie de regarder ailleurs et de chercher ailleurs. Dans le sponsoring, il faudrait. C'est-à-dire qu'en fait, Il faut pas faire comme dans le couple. voilà, parce qu'en fait, le problème, c'est que toute entreprise a des cycles en Ah matière oui, de communication. Et donc, on n'est pas forcément prévenu et on n'est pas ouais. forcément dans la confidence. Et à chaque fois, pour X raisons, on se retrouve avec une remise en question qui est très brutale, d'autant qu'on était dans une relation mono-client, Ouais, c'est-à-dire que le ouais. sponsor était le seul sponsor de la patrouille. Et en gros, sur l'exploitation d'une patrouille comme Reading, c'était 95% de notre chiffre Ah, d'affaires bien sûr. ou du budget de la patrouille. Donc, c'est pas en augmentant les prix et en volant son sponsor qu'on peut arriver Ouais, ouais. à se vendre. Donc, c'est là où ça devient dangereux. Et j'ai peut-être, oui, péché par manque d'ouverture vers d'autres opportunités, mais c'était aussi ma manière d'être fidèle. Et au fond, je ne le regrette pas fondamentalement parce que c'est cette fidélité et cet engagement qui a certainement fait la longueur de nos Bien sûr. parcours. Est-ce qu'il y a une maxime, une citation ou même simplement un message que vous pourriez nous partager parce qu'il vous tient à cœur, il vous porte particulièrement? Quand j'avais 14 ans, mon père m'a fait lire le poème de Kipling. Si tu peux voir détruire l'ouvrage de ta vie et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir ou perdre en un seul coup le gain de 100 parties, sans un geste, sans un soupir. Et ça a été quelque chose que j'ai vraiment vécu à chaque remise en question majeure de ce parcours professionnel. Et chaque fois, j'ai essayé de trouver les ressources, de reconstruire et de devenir un homme, comme en est la conclusion. Et j'ai la prétention de dire que j'y suis à peu près parvenu. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque désillusion, à chaque déception, à chaque angoisse du futur, dans les 48 heures, je retrouvais l'énergie de la construction. Et voilà, c'est probablement un service que mon père m'a fait que de me faire lire ce poème qui m'avait beaucoup marqué, bien qu'étant un jeune âge, que j'avais appris par cœur à l'époque et qui ne m'a pas quitté dans différentes étapes de la vie. Qui, je crois, est assez merveilleusement bien traduit. D'ailleurs, la version française est quasiment tout aussi belle que la version anglaise de Kipling. Pour terminer, Jacques, est-ce qu'il y a un livre ou un objet culturel, ça peut être un film, ça peut être autre chose, mais plutôt un livre, si vous pouvez, qui pareil, en fait, vous tient à cœur, qui vous a marqué et dont vous pourriez nous parler et pourquoi? Alors, je parlerai d'eux, mais principalement d'un, et je réévoque mon père. En fait, dans ce parcours indécis de l'adolescence, il a cherché à m'intéresser et il m'a fait lire Le Grand Cirque de Klosterman, et ça a été une révélation pour moi. Alors, c'est un récit qui est guerrier, parce que c'est le récit d'un pilote de chasse pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais ça a été pour moi
quelque part, cette vocation pour être pilote de chasse, elle s'est déclenchée là. À le lire, à le relire. Et d'ailleurs, je m'apprête, ça fait partie des livres que j'ai dans une pile pour le relire aujourd'hui et en percevoir le sens à la fin d'une carrière. Et donc, ça m'intéresse de voir comment je vais le ressentir. Et puis, le deuxième, c'est la biographie de Jean Mermoz par Kessel, qui est aussi très édifiante sur le leadership, sur la passion d'un homme exceptionnel. Et je recommande ces deux lectures si vous avez des adolescents qui peut-être ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Offrez-leur Le Grand Cirque et la biographie de Jean Mermoz, et peut-être ils trouveront la motivation d'un chemin. Jacques, merci mille fois d'avoir pris le temps avec moi. C'était vraiment passionnant et merveilleux. Je vous souhaite en tout cas de très belles lectures. Je vois que vous en avez et je vous souhaite évidemment tout le meilleur pour la suite. Si on veut vous retrouver, si notre audience a envie peut-être de vous contacter, est-ce qu'il y a un moyen privilégié pour le faire ? Alors sur Apache Aviation, on a le site Apache Aviation où il y a encore Breaking Jet Team qui traîne. Et vous avez une page Facebook ? On a la chance. Pardon ? Vous avez une page Facebook d'ailleurs pour Apache Aviation, je crois, non ? Oui. On a ça. Ce qui est important, c'est qu'ayant eu la frustration de ne pas accéder à ce monde, on a la chance aujourd'hui de proposer des vols à bord de nos avions et de faire de la voltige en formation. Alors, il y a un budget, mais au moins, ça permet à plein de gens d'approcher ce monde. Et j'adore rencontrer les personnes qui, dans un coin de leur tête, ont eu un peu le même parcours que moi et qui s'est souvent arrêté un peu plus tôt dans le domaine aéronautique. Mais on a cette possibilité de faire voler des passagers dans nos avions. Et donc, sur Apache Aviation, vous pourrez nous trouver le cas échéant. Un beau cadeau. Jacques, merci mille fois. Et puis, j'espère à bientôt. Avec grand plaisir. À bientôt sur nos lignes. Avec grand plaisir.